Très bien. Donc, ce matin, en fait, je comptais vous présenter deux travaux de terrain, la recherche de Romain Taravella et celle d'Alexandre Emmerich. Mais je m'aperçois qu'il a fallu toute la matinée, en fait, pour présenter et discuter le travail de Romain Taravella. Et je crois qu'on va s'en tenir là, pour ne pas se lancer dans une course effrénée à présenter encore et encore du contenu. Mais je préfère qu'on revienne sur des notions en les illustrant encore sur ce qu'on a vu ce matin et que, du coup, on approfondisse l'analyse. Donc, j'ai commencé par mettre en exergue une citation de Gilles Deleuze. La théorie elle-même est une pratique autant que son objet. Elle n'est pas plus abstraite que son objet. C'est une pratique des concepts et il faut la juger en fonction des autres pratiques avec lesquelles elle interfère. Donc on ne va pas rentrer tout de suite dans la discussion de cette citation, mais l'idée c'est qu'il y a des liens profonds en théorie et que ces liens, ce n'est pas d'un côté la théorie, de l'autre la pratique, c'est que la pratique est inscrite au cœur de la théorie. On y reviendra. Toujours au risque de me répéter, la théorie, c'est un questionnement. Les concepts dont on a parlé, la gestion effective, l'acteur d'environnement, etc., ce ne sont pas des réponses, ce sont des questions. Hein, c'est des mots qui nous dirigent sur des questions. Et donc, l'analyse stratégique d'une situation, c'est une démarche spécifique de questionnement d'une situation. J'essaie pas de dire qu'il n'y a pas d'autres démarches de questionnement intéressantes. Hein, par exemple, dans le cadre de quel système politique s'inscrit une situation environnementale. Il y a plein d'autres questions intéressantes qui peuvent guider des démarches de terrain en environnement. Mais l'analyse stratégique, c'est un choix sur une démarche cohérente de questionnement qui porte sur la question du changement, la question du pouvoir, la question de savoir qui agit. Par exemple, de s'interdire de dire « on pourrait » ou « il faudrait ». Les questions de départ, elles sont très génériques. Par exemple, quels sont les acteurs dont les actions dégradent l'objet environnemental qui nous intéresse. Mais dès qu'on arrive sur une situation concrète, elles vont se décliner d'une manière spécifique. Par exemple, en Amazonie, ces acteurs, c'est des gens qui coupent la forêt et des éleveurs. Et donc, pour répondre à la question, et même pour poser les questions suivantes, il va falloir faire rentrer en ligne de compte le cas. Dans le cas de l'Amazonie, la question c'est comment les gens qui investissent pour déboiser illégalement trouvent-ils une rentabilité à cet investissement? Donc cette question-là, on ne pouvait pas l'imaginer au départ, si vous voulez. Pour revenir à l'histoire d'Epaminondas, les questions vers lesquelles on va être obligé d'aller, elles sont complètement différentes d'une situation à une autre. On ne peut pas dire, à chaque fois, on va poser la question, pourquoi les gens coupent la forêt? Comment établissent-ils la rentabilité d'une exploitation d'élevage? Donc, ça veut dire qu'on est là juste dans des démarches de questionnement qui vont toujours être en partie liées à l'objet d'étude. Le point que j'espère vous avoir fait saisir ce matin, c'est que ce qui compte, ce n'est pas de répéter les questions. Ce qui compte, c'est que ces questions deviennent un réflexe qui guide vraiment la démarche. Une fois que vous avez intégré le questionnement stratégique, vous n'avez pas besoin à chaque fois de dire « Ouh là là, l'acteur d'environnement, la gestion effective, etc. etc. » Une fois que vous avez intégré ça, vous êtes trop occupé dans la situation d'action à vous demander « Mais qui a quel pouvoir là-dedans ? L'acteur qui défend l'environnement, que peut-il faire, etc. » Donc ça devient intégré comme des réflexes. Le fait d'être là à manipuler maladroitement ces concepts, c'est une phase transitoire jusqu'à ce qu'ils soient tellement intégrés que vous ne vous les posiez plus. Hein, c'est comme si vous faites des démarches de psy sur la communication, vous allez apprendre plein de concepts pour décrypter la communication entre les personnes. Donc dans un premier temps, vous allez chercher à vous dire, mais est-ce que je trouve des exemples? Ah oui, tiens, là, il a fait ça et c'est un exemple de tel concept.
Puis après, vous allez essayer d'arriver à voir si vous pouvez changer la communication en disant « Ah, il a fait ça, tel concept, est-ce que je peux essayer ça ?» Au bout d'un an ou deux, quand vous avez intégré la notion, vous n'y pensez même plus. La personne dit ou fait ça, tchouk, votre questionnement, votre réponse, tout est déjà intégré. Hop, vous réagissez en fonction de ça. Donc, ce qu'on apprend, c'est presque des gestes de pensée. Dans un premier temps, on les dit quand on les fait, comme quelqu'un qui apprend à nager et qui compte 1, 2, 3, 4. Une fois qu'il sait nager, il n'y a plus besoin de ça. Donc les concepts, ils sont là pour ça, pour nous apprendre à conduire les questionnements dans des directions qui conviennent pour répondre à des questions d'environnement stratégique. Vous vous rappelez aussi que quand je vous ai parlé de la Soft Systems Analysis la semaine dernière, on a vu que l'analyse, elle était guidée par un problème à résoudre et un acteur notionnel, c'est-à-dire on se place dans l'idée que quelqu'un veut agir pour changer quelque chose. Et à partir de là, on conduit l'analyse en tenant en regard d'un côté le diagnostic et l'action. On est revenu déjà ce matin dans la discussion. Le point important, c'est que ça se traduit du coup, ça revient à dire qu'il y a un principe de pertinence dans l'analyse. Ce qu'on va retenir, les systèmes sont infiniment complexes, même sur des situations locales d'environnement. Quand on se demande où il faut s'arrêter, où est-ce qu'il faut arrêter l'analyse de la Terra do Meio, est-ce qu'il faut analyser toute la politique agricole brésilienne, est-ce qu'il faut analyser le système mondial du commerce de la viande, est-ce que, etc., etc. Donc, pour retenir quels sont les éléments à prendre en compte dans le système de gestion effective, il faut choisir un système de pertinence par rapport au but de l'action et par rapport à l'acteur qui va conduire l'action. Dans le cadre du travail de ce matin de Romain Taravella, l'acteur de référence, c'est plus ou moins implicitement les acteurs de terrain et les acteurs qui veulent se mêler de la politique brésilienne en matière de déforestation. Donc ce principe de pertinence, il suppose qu'on ait dit quel est en gros le type d'acteur auquel on s'intéresse. Et puis, je pense que le cas de ce matin a bien montré aussi des choses que je vous avais introduites sur la complexité et les systèmes la semaine dernière. Le hasard, l'incertitude, la sensibilité aux conditions initiales, les effets émergents, les contre-mesures des gens qui résistent, tout ça, ça se combine dans la situation stratégique et c'est à tout cet ensemble de sources de difficultés que l'acteur d'environnement a à faire face. Donc là, je suis simplement je reprends des éléments clés pour introduire cette séquence de conclusion ou d'approfondissement et de discussion. Un peu plus nouveau dans la même direction. Donc, de quelles compétences a besoin l'analyste qui va se lancer dans de l'analyse stratégique de la gestion environnementale? C'est d'abord, comme je l'ai dit, il a besoin d'avoir intégré profondément les questions. Mais intégrer les questions, vous le voyez bien dans la discussion, je suis amené souvent à redire les choses parce que, ok, on a compris qu'il faut poser la question d'une certaine manière dans tel cas, mais dans le cas d'à côté, on n'a pas le réflexe. On se dit, ah mais zut, comment ça se passe? Et donc c'est tout un apprentissage de se reformuler la perspective, les questions pour, après, arriver dans n'importe quelle situation à dire, ah ben voilà comment je peux poser les questions directrices dans cette situation-là. Deuxièmement, il y a besoin d'avoir une culture de la stratégie, une culture de l'analyse des systèmes complexes. Donc, cette culture, je l'ai esquissée, je vous ai montré des petits éléments la semaine dernière dans le cours sur les systèmes et sur la stratégie. Après, c'est pareil, il faut que ces notions, il faut acquérir des notions qui vous donnent un répertoire de plus en plus grand pour reconnaître des situations, voire des schémas stratégiques. L'exemple type ce matin, c'est quand Taravella analyse
le mouvement de protection de la forêt et qui constate qu'on retrouve le schème du point culminant de l'offensive, à savoir que l'action organisée de déforestation est arrivée à un stade d'expansion où elle devient vulnérable à des contre-mesures. Et donc, le fait de reconnaître ce type de situation stratégique, ça fait partie, par exemple, c'est un des multiples concepts ou une des multiples cas de figure qu'on intègre quand on se fabrique une culture de la stratégie. Donc les gens qui font de la stratégie d'entreprise, c'est aussi ça qu'ils font. Ils lisent plein de cas d'entreprise, ils réfléchissent à des concepts stratégiques, ils retrouvent des cas de figure, des questions, etc. Et c'est cette culture de pensée stratégique qu'il faut se fabriquer. Alors ensuite, il y a évidemment une culture du champ de l'environnement qu'il faut se fabriquer. Là, vous retrouvez des éléments déjà abordés lors de la conférence d'introduction du Master PPSE. C'est-à-dire que quand vous étudiez des situations de terrain où il y a des aires protégées, des alliances entre défense des intérêts sociaux, indigènes et environnementaux, dans lesquels il y a un ministère de l'Environnement, des cartes de biodiversité, tous ces éléments-là, pour que ça veut dire quelque chose pour vous, il faut que vous ayez une culture du domaine de l'environnement. Et plus vous connaissez le domaine, eh ben, plus c'est facile pour vous aussi de retrouver les schémas stratégiques. Ensuite, il y a une culture spécifique aux problèmes auxquels vous vous attaquez. Dans l'exemple de ce matin, le problème, c'est le développement de l'élevage. Et donc, il y a besoin d'une culture approfondie de qu'est-ce que c'est un système d'élevage, quel est le cadre juridique de l'élevage au Brésil, de la propriété agricole, etc., etc. Si on travaillait maintenant sur le mercure dans les piles, ben, il faudrait qu'on se fabrique une connaissance du mercure dans les piles. Donc la connaissance stratégique, elle ne peut jamais fonctionner dans le vide. Elle fonctionne dans des domaines relativement précis. Si vous êtes quelqu'un qui travaille en gestion sur les stratégies possibles en matière d'agroalimentaire, et pour être un peu plus précis, je pense à une auditrice du master spécialisé qui fait sa thèse professionnelle dans une grande entreprise de boissons alcoolisées, dans une très grande entreprise de boissons alcoolisées. N'importe quelle question stratégique sur l'entreprise va nécessiter une connaissance du domaine des boissons alcoolisées. Et n'importe quelle question sur l'environnement et le développement durable pour cette entreprise va devoir se faire une culture des boissons alcoolisées et des problèmes environnementaux particuliers que ça peut poser. Et puis, autre et dernier élément fondamental à apprendre, il y a le savoir-faire du terrain, c'est-à-dire comment on fait pour arriver sur un terrain et pour acquérir l'information, discuter avec les gens et arriver à se faire un diagnostic stratégique. Donc ce portrait robot, hein, enfin c'est pas un portrait robot au sens où on pourrait acquérir une fois pour toutes ces compétences, mais ça fixe quelles sont les directions de progrès qu'il faut combiner si on veut devenir un meilleur analyste stratégique. Personne ne peut les acquérir définitivement. Tout le monde en découvre tous les jours. Ça veut dire aussi qu'il y a une forte composante de capacité personnelle, puisque c'est des savoir-faire personnels d'analyse, c'est des savoir-faire personnels de relation au terrain. Vous avez pu voir dans les méthodes d'entretien, la méthode d'entretien, ce n'est pas un protocole que vous appliquez de manière anonyme. Elle dépend de vous, à titre personnel, la manière dont vous rentrez en contact avec les gens, dont vous posez les questions, dont vous entendez les réponses, etc. Et il en est pareil, il en est de même pour tous les autres aspects. Il y a une grosse dépendance au cas, ça je l'ai déjà dit, et puis il y a une transversalité. C'est difficile de dire il faut être en même temps
Si vous, pour travailler sur une entreprise de boissons alcoolisées et l'environnement, il faudrait être en même temps spécialiste des boissons alcoolisées, écologue, spécialiste des stratégies des grandes boîtes de l'agroalimentaire, etc. Il y a un côté transversal qui en lui-même pose question, et donc qui fait que quand on est à travailler sur un cas, on va être obligé d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas et ou de développer des partenariats avec d'autres avec qui on travaille. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'analyse stratégique sur une situation agricole en lien avec l'environnement et qui n'a pas de compétences en agriculture, il peut le faire à condition qu'il se mette en binôme avec un agronome qui peut-être n'a pas de compétences sur l'analyse stratégique et l'environnement, mais qui va apporter les compétences dont il y a besoin pour décortiquer les systèmes techniques, économiques qui sont, et les systèmes d'exploitation qui sont en cause. Donc il y a une question de panel de compétences en interne à la personne ou qui s'organise dans une équipe de travail et qui va nécessairement se poser. Par ailleurs, l'analyse stratégique, alors pour pas que ce soit trop décourageant, il y a aussi le fait que, comme l'analyse stratégique, c'est le fait de se poser les bonnes questions, il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles l'analyse stratégique est simplement quelqu'un qui pose les questions, alors que c'est l'acteur lui-même qui connaît le domaine, qui connaît les enjeux, la situation d'action, etc. Et donc il y a beaucoup de situations, et c'est pour ça que dans le domaine des entreprises aussi, il y a des cabinets de conseil en stratégie qui ne connaissent pas particulièrement le métier dans lequel travaille l'entreprise, mais dont le métier à eux, leur spécialité à eux, c'est de poser les bonnes questions. Et le dirigeant de l'entreprise, lui, il a le nez dans le guidon, et pour lui, c'est utile que quelqu'un lui pose les bonnes questions, même des questions très simples. Rummelt, dans son livre sur la stratégie que je vous ai présenté l'autre fois, raconte qu'au moment où il faisait sa thèse de doctorat, dans l'université où il était, il y avait obligation, ou c'était un MBA, je ne me rappelle plus, en tout cas, il y avait obligation pour le diplôme qu'il voulait passer de faire un diagnostic sur la stratégie d'une entreprise. Et donc, il avait interviewé le PDG d'une entreprise. Il ne connaissait rien au domaine de l'entreprise. Il était complètement intimidé. C'était la première fois qu'il allait interroger un dirigeant dans son milieu naturel, c'est-à-dire dans son bureau. Et donc, or, quelques mois après, ou quelques années après, le dirigeant lui dit, vous savez, l'entretien qu'on a eu a été vraiment très important pour moi et pour ma compréhension de l'entreprise. Alors Rummelt, un peu interloqué, lui dit « Mais j'étais étudiant, je connaissais rien à rien. Pourquoi vous dites que ça a pu être intéressant pour vous ?» Et le type dit « Mais en fait, moi j'étais pris dans ma situation de gestion et le fait de revenir aux questions fondamentales de base m'a permis de le faire et c'est ce dialogue qui m'a permis de le faire. » Donc dans les compétences que je viens de passer en revue, la plus importante, c'est d'apprendre à ne jamais perdre de vue les questions fondamentales. Quel est l'opérateur qui porte l'environnement, etc. Je ne vais pas les ressasser une énième fois, mais simplement, il faut qu'elles deviennent un automatisme. C'est comme le patin à glace, c'est comme n'importe quelle pratique dans laquelle on doit intégrer des automatismes. On n'a plus besoin de se les dire. On pose les questions, on se les pose, on les pose aux autres. Et donc, dans le dialogue avec des acteurs d'environnement qui sont en train d'agir, eh bien, on devient celui qui les aide à prendre du recul en posant les questions stratégiques et, du coup, en redonnant de la capacité de réflexion stratégique. Elle s'arrête vraiment ? À chaque fois, elle reprend, mais elle s'arrête de plus en plus, quoi. Je vois qu'il y a un bug là, je le vois. Donc je ne sais pas du tout. Là, elle est arrêtée ? Mais en fait, elle continue à enregistrer, j'ai l'impression. On va faire comme si, et après on verra. Quand on s'arrêtera. Donc,
pour finir cette récapitulation, avant une première discussion, donc, pour l'instant, on a déjà vu deux types d'applications d'analyse stratégique. Le premier, c'est la critique des doctrines de gestion, qu'on a vu la première matinée quand on a critiqué le triage, la gestion intégrée. Donc ça, c'était déjà une première forme d'application de l'analyse stratégique. Donc ça, c'est très utile. Vous allez tous vous retrouver dans la formation, bien sûr, mais aussi après dans votre activité professionnelle, dans des situations où on va vous expliquer que la bonne méthode, c'est ceci, que la politique générale de tel établissement pour l'environnement, c'est cela. Et donc, l'analyse stratégique, elle vous donne des outils pour faire une analyse critique de ces doctrines de gestion. La deuxième application, c'est le diagnostic stratégique de situation. Donc, on a vu ça ce matin. La troisième, c'est le fait d'aider des acteurs d'environnement à établir une stratégie pour leur organisation qui défend l'environnement. Ça, c'est ce qu'on verra demain avec Fanny Guillet. Et puis l'évaluation de politique publique, c'est la quatrième application. On verra ça lors du module sur l'évaluation des politiques publiques. Je ne pouvais pas mettre toutes les applications dans le présent module. Et puis, pour terminer ce premier thème de présentation, il est important de voir que les approches de gestion, elles s'adressent souvent aussi bien à des praticiens qu'à des consultants, qu'à des chercheurs. Et donc l'analyse stratégique de la gestion environnementale, elle peut être une voie d'apprentissage pour une pratique personnelle de la gestion de l'environnement. C'est l'exemple que je donnais en réponse à votre question ce matin, de la personne qui a suivi un cursus où elle a appris la stratégie et qui ensuite se retrouve dans un job d'environnement. Un très bon exemple, c'est Alexandre Emmerich, qui a fait sa thèse sur les stratégies des équipes de gestion d'aires protégées dans les Alpes et qui est responsable du service biodiversité d'un parc régional maintenant. Et donc, au quotidien, il mène la stratégie de l'équipe de gestion d'une aire protégée dans un territoire. Donc, il y a un premier registre qui est celui-là. Il y a un deuxième registre, c'est les études et conseils. Donc, si vous êtes dans un bureau d'études ou à l'intérieur d'une organisation plus grande, dans un rôle d'études, vous êtes là pour aider des gens qui sont sur le terrain à se dépatouiller avec leurs problèmes d'action. Et donc, c'est un autre type d'apprentissage. Là, ça demande un degré de plus dans la capacité à expliciter la méthode, etc. Parce qu'il va falloir écrire des rapports d'études, des présentations, etc. Alors que si c'est juste une compétence personnelle, c'est dans votre fort intérieur, vous vous posez les bonnes questions, mais il n'y a pas besoin d'apprendre à mettre en forme. Et puis, il y a un dernier type de pratique, c'est la recherche, comme ce qu'on a vu ce matin avec la thèse de Romain Taravella. Et là, l'analyse devient un exercice peu ou prou académique, avec tout ce que ça suppose, le fait de le mettre en discussion avec d'autres approches possibles, de se soumettre à la critique d'autres chercheurs, etc., etc. Donc, moi, je n'ai pas de hiérarchisation entre ça. Pour moi, rien ne vaut un praticien efficace qui arrive à faire changer les choses sur le terrain. C'est simplement pour dire que dans l'enseignement de cette approche, c'est pas la peine il ne faut pas confondre les différents types d'applications. Il y a des choses qui sont utiles dans toutes ces pratiques. Par exemple, être capable de se poser les bonnes questions dans chaque circonstance pour ne pas perdre de vue la préoccupation environnementale de référence. Mais après, la manière précise dont on pratique ça, elle n'est pas la même si on est chercheur, si on est consultant ou si on est un acteur de terrain qui pense de manière stratégique. Donc on peut peut-être avoir une première phase de discussion sur cet aspect, application, compétences, etc. Et après, plonger de nouveau, plonger dans l'approfondissement. Alors comme la pile était menacée, là, voilà. Comme la pile était menacée, il faut que vous allumiez il y a un petit bouton pour allumer en bas. Ça devient rouge quand c'est allumé. Voilà. Parfait.
Par rapport à l'aspect compétence, en fait, vous disiez qu'on pouvait faire un partenariat avec des personnes qui étaient plus au fait du sujet. On peut peut-être aussi intégrer dans les interviews des personnes qui vont nous guider sur cet aspect-là. Enfin, au-delà d'avoir un partenariat, parce que c'est pas toujours évident d'avoir un partenariat. Voilà, c'est ça. Donc, alors, bien sûr, les entretiens vont vous apporter. C'est pour ça qu'il y a, dans ce genre d'analyse, il y a toujours une dimension d'apprentissage qui est extrêmement intéressante, à titre personnel d'ailleurs. Quand on découvre une situation de terrain et un problème d'environnement, on est amené à apprendre un tas de choses. Si vous êtes sur le dossier de la neige artificielle en Auvergne, vous avez, j'en suis sûr, appris énormément de choses sur la neige artificielle dont vous n'auriez même pas imaginé que ça puisse exister. Donc cette dimension-là est très importante. Cependant, vous ne pouvez apprendre dans ce cadre-là que ce que les acteurs vous disent. Et donc, il y a là-dedans deux limites. Ça veut dire que c'est forcément seulement ce que les acteurs savent. Donc il y a peut-être des choses dont les acteurs n'ont pas conscience. Et donc vous n'aurez pas conscience non plus. Alors que si vous êtes un spécialiste du problème, vous allez voir au-delà d'eux leur propre situation. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que vous n'avez à disposition que ce que les acteurs vous disent. Et il y a peut-être des choses qu'ils savent ou qu'ils comprennent, mais qu'ils ne vous disent pas. Donc, la réponse, c'est oui. Une partie de cette transversalité, de cette découverte des domaines, vous la faites par vous-même. Mais au-delà d'un certain degré d'approfondissement ou de difficulté, il y a besoin de s'adjoindre des compétences différentes. Je vous donne un exemple d'une étude qu'on a faite dans le début des années 90. Il s'agissait d'une recherche en fait sur la question pourquoi les agriculteurs n'adoptent pas vraiment les pratiques favorables à l'environnement qui leur sont conseillées. C'était déjà en 91-92, hein, donc c'était il y a 25 ans. L'hypothèse, bien sûr, vous allez demander aux agriculteurs pourquoi ils ne le font pas. Imaginez qu'un agriculteur vous dit « je ne le fais pas parce que ça coûte trop cher ». Bon, bah vous notez « c'est trop cher ». Résultat d'étude, vous remontez en recherche en disant « ils ne le font pas parce que c'est trop cher ». Est-ce que c'est crédible? Est-ce que votre résultat est robuste? Non. Non, mais après, on peut faire le lien avec d'autres sources. Oui, mais pour faire ce lien de manière crédible, il faut avoir les compétences d'un ingénieur agronome. Si un agriculteur, dans une situation me dit « pour moi, c'est trop cher », le seul moyen de savoir si ce qu'il dit est vrai, c'est de faire soi-même le bilan de son exploitation agricole. Et donc, pour faire ces recoupements, il faut une compétence d'ingénieur agronome. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait aussi, dans la phase d'interview, augmenter le périmètre des acteurs à interroger en incluant des acteurs qui ne sont pas directement reliés au cas, ouais. Mais du coup qui sont plus des sources d'informations. Voilà, mais donc, ouais. Une partie du recoupement, vous pouvez le faire comme ça, mais si aucun acteur ne s'est posé la question du coût de la pratique environnementale pour cet agriculteur-là, ben vous n'aurez pas l'info. Ou bien s'ils se la sont posés et qu'ils n'ont pas envie de vous donner la réponse, vous ne l'aurez pas non plus. Donc il y a besoin de recouper, et souvent pour recouper, il faut des compétences propres. Par exemple, Taravella en Terra do Meio, personne n'était en position de lui donner ces informations. Il a été obligé de faire lui-même l'ensemble du diagnostic du système de production agricole. Deuxièmement, toujours dans le même exemple de cette recherche de 92 sur les pratiques agricoles favorables à l'environnement. Imaginez donc que l'agriculteur vous dit c'est trop cher. Donc il vous faut un agronome pour recouper et savoir si c'est vrai. Mais peut-être qu'il a des raisons de le faire qui sont d'un ordre tout autre, sociologique ou psychologique. Et donc, pour les détecter, il vous faut un sociologue ou un psychologue. Nous, on a rencontré très peu de gens qui sont en même temps psychologues et agroéconomistes.
Et donc pour cette recherche, on a mis en place des interviews doubles dans lesquelles chaque agriculteur était interrogé par un agroéconomiste et un psychologue, ou bien un agroéconomiste et un sociologue. De telle manière que les réponses qui étaient données, quand c'était des réponses économiques, elles étaient screenées par l'agroéconomiste, et quand c'était des réponses autres, elles étaient screenées par le psychologue, et les deux recoupaient, et là, on pouvait mieux comprendre ce qui se passait. Exemple, parmi les systèmes d'exploitation étudiés dans cette recherche, il y avait des systèmes de production de maïs pour l'ensilage, pour nourrir les animaux. Il s'avère que dans ces productions de maïs, l'agroéconomiste, les types mettaient beaucoup trop d'engrais sur leur maïs, donc polluaient. L'agroéconomiste dit pourquoi ils gaspillent de l'engrais. En termes économiques, ça ne leur coûte pas tellement cher parce que dans la formation du coût final du litre de lait, c'est pas grand-chose. La part des engrais, donc même si on en met trop, ça ne change pas grand-chose à la marge bénéficiaire. Et en revanche, ce qui est apparu, c'est que les types faisaient des tours d'entraide pour la récolte du maïs sans silage. C'est-à-dire que quand un des exploitants récolte son maïs sans silage, tous ses voisins viennent l'aider. Et donc on fait le tour des exploitations pour rentrer l'ensilage de maïs. Et dans cette récolte du maïs, les agriculteurs avaient une sorte de convivialité masculine où ils plaisantaient ensemble avec des métaphores viriles sur qui a le maïs le plus turgescent, le plus élevé, le plus épais, le plus plein de vie, disons. Et donc, ce qui ressort, c'est qu'ils mettaient chacun un point d'honneur à avoir du maïs vraiment maousse, pour que quand les autres arrivent pour l'aider à récolter, ils disent « Ah ouais, il est beau ton maïs ». Voilà, donc là on est sur un exemple dans lequel on comprend que le type à qui vous dites « Il faut que tu comptes au plus juste ton engrais », parce que d'un point de vue purement rationnel et écologique, c'est pas la peine d'avoir un maïs trop beau, dans un contexte comme celui-là, vous allez avoir un succès moyen. Hein, c'est comme si on vous disait il faut être plus environnemental sur les produits de rasage ou les crèmes de beauté, c'est pas grave si on a quelques boutons. Ben, c'est pas sûr. Des choix des gens, ils vont prendre en compte de multiples dimensions. Et donc, en fait, vous pouvez très bien rater beaucoup de choses, mais il y a des moments où il y a besoin de recouper, d'avoir des compétences supplémentaires pour recouper. Hein, ceci dit, quand on est un praticien sans conseiller qui ne fait pas de recherche, eh ben on en reste à la première approche. Hein, c'est-à-dire que c'est exactement ce que vous dites, on élargit le panel des gens qu'on consulte, on fait des entretiens en écoutant soigneusement ce qu'ils nous disent, etc. Et du coup, on a déjà des premiers niveaux de recoupement, mais il y a des fois où on est obligé d'aller plus loin. Oui, par rapport à la forme que peuvent prendre les rapports ou les travaux d'analyse qu'on fait. Vous avez énoncé plusieurs fois l'éventualité qu'il n'y ait aucune solution de possible. Et je me demandais du coup si c'était pas délicat quand on est un cabinet de conseil, qu'on a été payé cher, de rendre un rapport avec un résultat en disant concrètement il n'y a pas vraiment de solution. Alors, le point important quand il s'agit de diagnostic sur ce genre de choses, hein, c'est que de toute façon, les solutions ne peuvent venir que de l'acteur. Pourquoi ? Parce que vous pouvez absolument pas vous mettre entièrement à la place de l'acteur d'environnement. Or, les solutions ou les actions qu'il peut porter, elles dépendent de facteurs qui lui sont purement personnels. Je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'on se place dans la situation amazonienne de ce matin et que, en termes d'analyse stratégique, vous aperceviez que la solution,
Vous disiez, ben, la solution, c'est que je me suis aperçu que parmi les petits paysans de Saint-Félix-du-Xingu, il y en a un certain nombre qui ne sont pas tellement contents du système de développement de l'élevage tel qu'il existe et qui aimeraient bien essayer d'autres voies de développement, plus basées sur de la production végétale ou sur de l'agrotourisme sur la forêt amazonienne. Et donc, je suggère comme voie d'action d'aller parler avec ces petits paysans. Seul l'acteur d'environnement qui est sur le terrain peut dire si lui, il est prêt à risquer personnellement sa peau pour aller parler avec des petits paysans. De la même manière, si la solution, c'est d'aller faire le siège d'un cabinet ministériel pendant 6 mois en passant des coups de fil, en cherchant du piston, etc., pour défendre son dossier d'environnement, c'est une solution qui ne peut pas être pensée indépendamment du mode de vie, de la manière d'être, de ce que quelqu'un a envie de faire pendant les 6 mois qui viennent. Et donc, il n'y a pas de solution dans l'absolu qu'on pourra appliquer. Il y a des... Oui, j'en ai conscience, mais je des veux leviers. dire, quand on est un cabinet de conseil, quand même on se dit que le client, il a peut-être une attente, parce que lui, il va évaluer notre travail, pas forcément par rapport... Peut-être qu'il va avoir l'impression d'avoir un peu avancé, mais si ça n'a pas atteint d'objectif ou quoi, peut-être que lui va être déçu, que bon, après peut-être ça s'explique aussi la démarche, mais... peut-être que la qualité de notre travail va être jugée par rapport à ça, alors que c'est pas forcément un rapport. Ben oui, mais ça c'est inhérent au conseil stratégique. Imaginez que vous soyez consulté par une boîte aujourd'hui qui veut ouvrir une chaîne de lunettes. Vous faites le diagnostic stratégique du secteur. Vous découvrez que le gouvernement précédent a mis des limites sur les remboursements qui diminuent de manière drastique la rentabilité potentielle et même la viabilité des magasins de lunettes. C'est quoi votre boulot? C'est de donner à votre client de l'espoir en lui disant si ça vaut peut-être le coup d'y aller quand même, vous avez raison d'avoir envie de faire ça. Ou c'est de lui dire, écoutez, là, je viens de faire l'équation économique, technique, l'analyse de la concurrence, etc. Il en ressort que c'est peut-être pas le bon projet. Donc, en environnement, on est dans un domaine qu'on pourrait appeler do good, un domaine de la bonne volonté. Et donc, beaucoup de gens ont du mal à entendre la réponse, là, ça ne va pas le faire. Et du coup, on a une tentation incroyable de se remettre sur des solutions du genre ça peut le faire quand même. Et du coup, on est dans une culture de l'absence de diagnostic lucide. Vous vous rappelez du cas des Philippines, qui était tout à fait incroyable de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'urgence morale à agir qu'on ressent est telle que la question est-ce que l'action a une chance de réussir finit par disparaître en fait, par être balayé sous le tapis comme quelque chose qui nous gêne. Donc c'est aussi une éthique, la stratégie, c'est une éthique de lucidité. Là je pense que je converge par exemple avec Rummelt ou d'autres auteurs de stratégie. La stratégie c'est une ascèse, voilà le mot qu'il utilise, Rummelt, et Lafley et Martin c'est pareil. C'est tellement plus simple de se dire oui, on va s'en sortir, ça va marcher, continuons encore un peu comme ça en essayant de faire mieux que la dernière fois. C'est tellement plus simple que de remettre les choses à plat sur la table et de voir ce qui ne peut pas marcher. Je vous ai raconté l'autre fois le cas rapporté par Rummelt des dirigeants de Intel sur les mémoires vives qui disent « mais si on faisait rentrer un nouveau PDG dans la boîte, il dirait « les mémoires vives pour notre entreprise, c'est mort, donc il faut sortir ». Mais ça demande un courage particulier. Et donc, il y a une éthique de la stratégie, et c'est de faire face à la réalité des situations. Si vous êtes dans une stratégie militaire, c'est criminel d'envoyer une troupe qui va se faire massacrer à coup sûr, juste en disant « si, ça va marcher, allons-y les gars, etc. » C'est pas ça la stratégie. Ok. Donc,
je passe à l'approfondissement. Et donc, le point d'où on va partir, c'est le fait que la recherche stratégique ou bien l'analyse stratégique a des liens spécifiques, crée des liens spécifiques entre la recherche et l'action. Là, je vais me mettre plutôt dans le cas de figure où on se place du point de vue de la recherche ou du débat intellectuel sur l'analyse stratégique. Pourquoi il y a un lien spécifique déjà? C'est parce que sans perspective d'action, la réflexion stratégique n'a pas de sens. La réflexion stratégique, c'est qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour résoudre un problème. Si on n'imagine pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir envie de résoudre le problème, ça ne supprime pas entièrement la possibilité de se poser cette question, mais disons, elle perd complètement sa pertinence. Quand on parle du lien entre... Donc du coup, il y a un lien spécial entre recherche et action. Quand on parle de lien entre recherche et action, le plus souvent, on aborde ça en disant, donc il va falloir créer une sorte de contrat ou de collaboration entre d'un côté quelqu'un qui fait de la recherche et de l'autre côté quelqu'un qui est dans l'action. Et il y a toute une littérature sur la recherche-action, dans laquelle, par exemple, vous avez des chercheurs en sociologie des organisations qui travaillent sur l'organisation d'un atelier. Et donc, le chercheur analyse l'organisation de l'atelier dans le cadre d'une relation avec l'entreprise et le responsable de l'atelier, où il y a une sorte de, disons, de bénéfice mutuel, où le chercheur, ça lui permet d'avoir des connaissances, de fabriquer des connaissances ancrées dans le terrain, et puis le responsable de l'atelier, ça l'aide à réfléchir sur le fonctionnement de l'atelier. Donc on voit ça comme une sorte de partenariat, on va dire, entre la recherche d'un côté et puis l'action. Donc ça, c'est une première posture qu'on peut avoir en analyse stratégique et donc aussi en analyse stratégique de la gestion environnementale. Il y a une deuxième posture qui est de dire l'action de gestion, elle est l'objet d'un débat intellectuel permanent. Dans notre domaine qui est celui de l'environnement, vous le voyez bien, à travers les intervenants, à travers des modules comme dossiers mondiaux d'environnement, etc., ou celui sur les doctrines de gestion de l'environnement, vous voyez qu'il y a des gens qui disent « mais c'est comme ça qu'il faudrait prendre le problème », mais non, c'est comme ça qu'il faudrait le prendre, et des troisièmes qui disent « mais pas du tout, il faut changer de perspective et traiter le problème sur une autre base ». Donc l'analyse stratégique, elle peut apporter des éléments pour intervenir dans ces débats et pour trancher certains de ces débats. Donc là, il y a un lien avec l'action. Quand Raphaël Billet critique le triage, lui n'a aucune relation avec des acteurs qui appliquent sur le terrain quoi que ce soit du genre du triage. Mais par contre, le fait de dézinguer cette idée en disant elle n'est pas applicable, ça a un effet sur l'action. C'est-à-dire que ça va affaiblir les gens qui voudraient obliger à agir de cette manière-là. Donc le fait d'intervenir dans un débat d'idées, ça a des effets peut-être un peu indirects, mais qui peuvent être très forts sur l'action. Bien sûr, c'est un débat d'idées sur comment agir. Mais cet aspect-là est très important. Donc chez Taravella, par exemple, la thèse, son impact principal, c'est d'amener des éléments nouveaux dans le débat comment faut-il agir sur le front de déforestation en Amazonie. Et puisqu'elle remet en cause d'autres diagnostics faits par d'autres chercheurs, elle débouche sur d'autres perspectives pour l'action. Mais il y a un autre aspect qui n'est jamais discuté dans les recherches en gestion, qui est que la réflexion théorique, elle a des effets d'action par elle-même. C'est-à-dire que les questions qu'on se pose fabriquent du changement par elles-mêmes. Donc ça nous ramène à la citation de Deleuze du début de l'exposé. La théorie est elle-même une pratique, c'est une pratique des concepts, et il faut la juger par la manière dont elle interfère avec d'autres pratiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les concepts que je défends vont faire prévaloir certaines questions plutôt que d'autres,
Et le fait de se poser certaines questions plutôt que d'autres a des effets pratiques. Et donc, la théorie elle-même est une action pratique. Par exemple, s'il n'y a que, imaginez qu'il n'y ait qu'une seule sorte de chercheurs en Amazonie, et que ces chercheurs, leur questionnement c'est, est-ce que les petits ne sont pas victimes des gros? Je pense aux petits paysans, aux gros exploitants, etc. Donc, est-ce qu'on est dans un cadre où les dominés souffrent des actions des dominants? Un tel chercheur va trouver plein de choses intéressantes à raconter dans le même terrain où a travaillé Romain Taravella, c'est certain. Et ces choses à raconter, elles ont un horizon d'action qui consiste à dire elles vont agir dans le sens de plaider pour des politiques de répartition, de redistribution. Sur l'environnement, elles vont rien apporter. Elles vont juste apporter des argumentations ad hoc du genre certaines personnes qui sont dans une situation de pauvreté défrichent la forêt pour survivre, donc si elles n'étaient pas dans la pauvreté, elles ne défricheraient pas la forêt pour survivre. Des raisonnements de ce genre-là, mais qui, placés hors contexte, ne conduisent pas à grand-chose. Si vous arrivez et donc s'il n'y avait que des chercheurs de ce genre-là, tout le débat académique ne porterait que sur la question est-ce que les petits souffrent des activités des gros? Qu'on aide à porter à la défense à la lutte contre la déforestation, 0 ou epsilon. Donc le fait de poser la question pourquoi on déforeste? Comment s'organise l'action de déforestation? Quelles sont les prises possibles pour arrêter la déforestation? C'est le fait de poser ces questions, de les rendre légitimes dans le débat scientifique, de les rendre légitimes dans la formation universitaire, constitue par soi-même une action qui peut produire des effets. Donc, l'analyse stratégique, elle est là aussi pour faire vivre, faire monter de statut la question, au bout du compte, qu'est-ce que ça produit sur l'environnement? Parce que les débats théoriques, c'est aussi des débats sur quelles sont les questions légitimes. Est-ce que la seule question légitime, c'est comment augmenter la croissance de notre pays? Ou bien est-ce que la seule question légitime, c'est est-ce que les petits souffrent des activités des gros? Ou bien est-ce que, quel est au bout du compte le résultat de telle et telle action et organisation sur l'environnement et quelle prise il y aurait là-dessus? Si elle aussi devient légitime, à ce moment-là, eh bien, ça modifie l'équilibre de pouvoir des questions qu'on se pose, mais donc aussi de la formation, mais donc aussi des actions qu'on mène. Donc, le combat environnemental, il se mène aussi dans des luttes théoriques qui portent, de mon point de vue, principalement sur est-ce que l'efficacité environnementale peut être la question centrale d'un travail de recherche. Alors, donc, là, on arrive au cœur de la session de cet après-midi, c'est-à-dire, au fond, de replacer l'analyse stratégique de la gestion environnementale dans le débat critique plus large, en regardant quelles sont les principales critiques qui sont émises contre l'analyse stratégique de la gestion environnementale et quels débats elles ouvrent. La première, elle consiste à dire, mais c'est terrible, vous nous présentez une approche qui est terriblement schématique, avec des notions très simples, comme l'acteur d'environnement, la gestion effective, tout ça. Et en plus, vous arrivez avec ces notions sur les situations, et c'est des notions creuses. Moi, quand j'ai défendu ma thèse, mon directeur de thèse, il a regardé ma thèse, Claude Henry, et il me dit, mais c'est complètement vide. Tu fais des schémas, ils sont vides.
je ne vois aucun fait prouvé là-dedans, etc. Je lui dis, ben oui, on est dans le cadre d'un travail conceptuel qui nous apprend quelles questions nous poser sur des situations. Il faut évidemment que les questions n'aient pas déjà les réponses quand on arrive sur les situations. Sans ça, c'est pas la peine. Les concepts et les questions de ce type de démarche, ils sont comme des récipients pour mettre la matière du cas. Et si vous arrivez avec un récipient qui est déjà plein, il va être complètement inutile pour mettre la matière d'un cas. Donc, en fait, cette critique, c'est l'incompréhension de quelqu'un qui est dans une posture positiviste, c'est-à-dire qui considère que la connaissance, c'est des connaissances factuelles sur le réel, et qui dit, mais là, tu ne montres rien de factuel sur le réel. Non. Là, on est dans une recherche ou une démarche ou un type de travail théorique qui consiste à dire, voilà une démarche de questionnement sur le réel dont on pense qu'elle est bien construite, pertinente et robuste. Mais elle n'apporte aucune réponse. Le type de question posée, le type de preuve, etc., n'est pas du tout ce qu'attend quelqu'un qui voudrait avoir une démarche positive, si on peut dire, c'est-à-dire qui prouve des faits. Là, on est dans une démarche qui élabore des questions et qui discute de leur pertinence, de leur cohérence et du type de prise qu'elle peut nous donner sur les situations. Si vous voulez poser des questions, on embraye direct sur la discussion. Cette première, ça vous va? C'est clair? Ok. Alors, beaucoup plus interpellant, la deuxième critique type, c'est le mandat. C'est-à-dire la manière la plus frappante dont cette critique a été formulée, c'est Maya Leroy à Montpellier qui travaille sur ce genre de questions, et un jour qui est interpellé par un collègue furieux qui lui dit « Mais de quel droit ? De quel droit tu arrives sur le fleuve Sénégal, tu poses une question d'efficacité environnementale, et ensuite, tu pousses jusqu'au bout le questionnement sur cette question environnementale sans te préoccuper de savoir si ça gêne quelqu'un et si c'est une question légitime pour les pouvoirs publics et pour les acteurs locaux. De quel droit ? Alors ça, c'est une question très importante. C'est la question de quel droit vous débarquez sur un terrain et vous posez des questions de biodiversité alors que les acteurs sont là à monter des projets d'énergie. De quel droit vous posez des questions de paysage quand les gens sont en train de vouloir gagner de l'argent avec des éoliennes? De quel droit? Et donc, il y a une dimension intrusive dans le fait de postuler que la préoccupation de référence environnementale vous autorise à relire toute une situation de terrain sous l'angle de ces questions-là. Et cette critique-là, elle vient très souvent et très fort. Si je pose la question du loup, par exemple, il y a plein de chercheurs qui vont arriver et qui vont me dire « Mais de quel droit tu mets la question du loup avant celle du bien-être des bergers ? Si les bergers sont stressés par les attaques de loups, il faut changer ta question de recherche. Et dire le vrai problème, c'est l'avenir et le stress des bergers. De quel droit tu t'obstines avec la question du loup à produire des résultats et des questions de recherche qui sont déstabilisants pour les bergers et qui ne mettent en deuxième ordre la question du stress des bergers. C'est-à-dire que la question du stress des bergers, elle n'est pas absente si on s'intéresse à la protection du loup. Elle est une condition seconde en disant, dans l'action pour défendre le loup, il faut tenir compte du stress des bergers pour pas que ça devienne une source de résistance qu'on n'arrive pas à surmonter. De quel droit vous réduisez à ça le stress des bergers? Voilà, c'est la deuxième question clé. Donc celle-là, elle est absolument centrale, puisque l'axiome de base, c'est on part d'une préoccupation environnementale, de quel droit on choisit celle-là?
quel mandat on a. Je ne sais pas, le droit à la liberté à la recherche déjà, et sinon si on orientait toutes les recherches comme ça orienterait aussi les réponses d'une certaine manière, et donc du coup on se poserait plus de questions. Voilà, donc ça je suis tout à fait d'accord avec ça. D'autres éléments? Donc on a liberté. On a des textes juridiques, des lois de protection de la biodiversité, de protection des zones humides qu'on peut mettre en avant pour qui répondent bien à ça. Voilà, donc il y a des lois ou des engagements internationaux. Donc ça c'est un troisième élément de réponse. D'autres éléments? En fonction des enjeux, il y en a, même si ça affecte leurs propres enjeux locaux, ils ont des dimensions beaucoup plus larges que celles qu'eux ils voient au quotidien, comme je sais pas, les pluies acides par exemple, ou on peut trouver normal par exemple des chercheurs suédois s'intéressent aux pratiques en Angleterre si les pluies acides vont leur tomber sur le terrain par exemple. Voilà, donc là vous avez déjà identifié 4 réponses, les 4 importantes à cette interpellation. Première réponse, c'était la deuxième que vous avez faite. Si c'est les pouvoirs publics qui fixent toutes les questions en fonction de leur vision ou si c'est un groupe dominant de chercheurs qui pose les questions en mettant au centre celles qui leur paraissent les plus importantes, eh bien on réduit radicalement le champ des questions qu'on peut porter. La réponse à ça, la conséquence, c'est effectivement que dans ce cas-là, la capacité à éclairer les problèmes ne cesse pas de se réduire. C'est le lien entre des formes de pensée unique et l'écrasement progressif du champ de la recherche. En environnement, c'est très fort. Si on a le droit de poser sur l'environnement que les questions qui sont approuvées par les agriculteurs, les entreprises minières ou les sociétés qui font de la pêche en mer, ça restreint singulièrement le champ des questions qu'on peut se poser. Face à ça, il y a un argument très fort de liberté de la recherche. Si je me pose telle question, vous n'avez pas le droit de me demander de quel droit. La question de quel droit, elle suppose que le chercheur est subordonné à un pouvoir exécutif qui détermine quelles sont les bonnes ou les mauvaises questions. La troisième réponse, celle du droit, elle constate d'ailleurs que ces pouvoirs publics, ils sont schizophrènes au sens où on l'a vu ce matin, c'est-à-dire que légitimement, ils posent des normes contradictoires les unes avec les autres parce que les préoccupations sociales dont ils ont la charge sont contradictoires les unes avec les autres. Et donc, dans ce cadre-là, on y reviendra sûrement, il est normal que chaque préoccupation sociale qui a fait l'objet d'engagement politique permette à des chercheurs de dire, nous, on va voir ce qu'il en est de cet engagement politique. Et donc, pour donner un exemple hors environnement, s'il existe un droit au logement opposable au tiers dans la loi, vous êtes fondé à dire, moi je vais faire une recherche sur le logement qui part de l'idée que ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas logés. Et si on vous dit, mais de quel droit tu ne prends pas en compte les droits des propriétaires, les machins, etc., vous allez répondre, j'ai bien conscience que ça n'est qu'un point de vue, qu'il y a d'autres questions importantes qui se posent, mais cette question, je veux l'instruire jusqu'au bout, et d'ailleurs, elle correspond à un des multiples engagements des pouvoirs publics, et donc on doit pouvoir l'instruire. Et puis le dernier point, c'est que les chercheurs sont effectivement des porte-parole de préoccupations, et c'est-à-dire qu'il y a soit un caractère impératif des problèmes. Si vous constatez un problème qui vous semble très important, vous avez un droit moral à explorer les causes et les remèdes possibles à ce problème, ce serait une réponse. Et par ailleurs, si un tel problème se pose et qu'il y a des gens qui ont ce problème, vous avez un droit moral à défendre ces gens face à d'autres gens pour qui ce n'est pas un problème. Donc, toutes ces raisons, donc on voit bien là, la posture critique de quel droit, et de l'autre côté, le fait que
on a des arguments qui petit à petit nous conduisent, on le verra, vers le pluralisme. C'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas, dans une recherche, prendre en charge toutes les questions. Ça vous va sur ce thème de quel droit? Le mandat? Donc le mandat, il vient du désir propre du chercheur en relation avec un problème qui est légitime par lui-même et éventuellement avec des engagements publics. Mais du coup, ça peut arriver qu'il y ait qu'on choisisse une préoccupation environnementale. Par exemple, je reprends l'exemple du bois et qu'on part sur la biodiversité dans le bois. Et qu'en étudiant, en poussant cette analyse, la préoccupation énergie renouvelable remonte et finisse par nous préoccuper aussi. C'est possible que du coup, on coince un peu et qu'on revienne à zéro dans notre analyse et se dire qu'en fait, on n'avait pas peut-être pas pris le bon aspect, le bon aspect environnemental et qu'en fait ça nous fasse réfléchir et qu'on est trop ou bien même pour le ski c'est pareil quoi. Si on est sur la ressource d'eau puis qu'après on se rende compte qu'il y a d'autres conditions et qu'on finalement on se dise bon bah je vais faire machine arrière parce qu'en fait j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout si ça pénalise trop de gens. Oui, c'est tout à fait possible en effet. C'est tout à fait possible, en effet. De la même manière, vous pouvez très bien faire un diagnostic sur une entreprise qui consiste à dire cette entreprise va disparaître dans 10 ans si elle ne fait pas une reconversion sévère, une reconversion qui va l'obliger à se séparer de 80% de ses salariés. Donc finalement, il vaut peut-être mieux qu'elle meure lentement sur 10 ans. Parce que ça va permettre un départ plus cool des salariés. Mais la force de la stratégie, et c'est ce qui constitue cette éthique de lucidité en fait, de la stratégie, c'est qu'elle vous oblige à vous colter les vrais choix, les vrais dilemmes, les vraies confrontations, les vrais perdants. Donc il y a une dimension frontale. Et c'est très important aussi pour ceux qui gagnent dans ces conflits de reconnaître l'humanité de ceux qui perdent. C'est-à-dire le fait qu'en face de vous, il y a des gens qui vont perdre ou leur job, ou le sens de leur vie, ou leur organisation sociale, etc., si vous gagnez. Donc oui, ça fait bien partie du tableau. Et c'est bien ce que je voulais dire tout à l'heure sur... Le cas de la Terra Doumé, où une fois que vous avez discuté avec les petits paysans qui déforestent, avec les grands exploitants et leurs employés, etc., ces gens, il y a un sens humain à leur aventure, ils sont en train de construire leur territoire. Évidemment, si vous les voyez comme des robots dégueulasses qui sont juste des méchants, c'est facile. Mais une fois que vous avez vraiment discuté avec eux, vous vous apercevez que le changement est coûteux pour eux en termes humains. Et c'est pour cette raison, pour ne pas se mettre dans cet inconfort, qu'on a tendance à plaquer sur les gens des étiquettes inhumaines, c'est-à-dire à voir comme inhumains les gens dont les pratiques nous déplaisent. Donc, et là, il y a un problème. Donc je pense que l'éthique stratégique, elle consiste plutôt à s'affronter avec l'inconfort du fait que des gens très humains ont des pratiques qui nous bouleversent négativement, plutôt que de s'installer dans des visions manichéennes où on attribue une nature de robot poussée par les profits, dans une culture archaïque, machin, truc, aux autres, pour s'autoriser à ne pas voir la souffrance qu'on provoque pour satisfaire nos propres préférences morales, esthétiques ou de pratique. Moi, ma position, elle est claire, c'est que si on voit les autres comme des êtres maléfiques, d'une part, on ne peut plus les comprendre, parce qu'on attribue leur comportement à des mécanismes stéréotypés, qui sont non pas les mécanismes qui les meuvent, mais les mécanismes qui nous permettent de dire qu'ils sont maléfiques. Et donc, du coup, on diminue notre capacité de compréhension stratégique. Et par ailleurs, ça me pose un problème d'un point de vue éthique, parce qu'une éthique qui consiste à dire « moi je suis super, les autres c'est des salauds », pour moi c'est une éthique qui pose un problème.
Et donc toute la difficulté, c'est je porte une cause, un problème fondamental, une préférence, je la porte de manière stratégique, c'est-à-dire que j'espère faire changer les choses, et en même temps, ça m'oblige à être conscient qu'il y a des gens pour qui ça va être une souffrance, une perte, voire leur disparition. Donc voilà, c'est ça le dilemme stratégique, c'est ça, c'est ça un des aspects un peu raides de la stratégie. Et donc pour vous, ça va se poser, qu'est-ce qui se passe si on est conduit à dire qu'il faut arrêter avec ces filières de bois énergie? Quelles conséquences pour les gens? Est-ce que le problème que je porte est suffisamment important pour arriver à dire à des gens, c'est fini pour vous? Donc oui, voilà, c'est ça, c'est bien ça. Mais donc cette question, elle est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas une réponse qui l'évacuerait, qui dirait non, c'était pas la bonne question. Elle est bien là, elle est bien là. Alors on viendra petit à petit, on verra comment ça peut se gérer, mais ok. Est-ce qu'il est bien allumé? Parfait. Doué. Alors, troisième critique, c'est une critique qui consiste à dire le fait de vous placer uniquement depuis la perspective environnementale vous rend partial. Donc ça, c'est certain. L'analyse stratégique de la gestion environnementale, elle est partiale. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et elle est partielle, c'est-à-dire que parmi tous les problèmes qui se posent, elle en a pris un. Mais le problème que ça pose, c'est que du coup, en séparant le problème que vous mettez au centre de votre analyse des autres problèmes, vous fabriquez artificiellement de la confrontation ou du dissensus, puisque vous voyez ce problème-là, d'autres vont voir un autre problème, et au lieu de chercher la voie d'une entente entre les acteurs, le fait que vous renforciez un des pôles d'action va créer plus de conflits qu'il ne faudrait. Alors que si vous adoptiez une optique de recherche qui consiste à mettre au centre la question comment on peut faire tenir ensemble des préoccupations différentes, cette optique de recherche, elle favorise la recherche de l'entente entre les acteurs, donc la collaboration, donc la résolution des problèmes. Donc cette critique dit, vous fabriquez du conflit ou bien vous caricaturez le conflit par la manière même de conduire votre analyse, et donc en faisant ça, vous desservez la résolution des problèmes environnementaux. Alors bien sûr, cette critique, la critique précédente sur le mandat de quel droit, c'est un peu la critique des gens qui sont dans le paradigme du gouvernement. Il y a une hiérarchie légitime des questions et vous ne l'avez pas suivie, vous avez choisi votre propre question. Là, c'est différent. C'est une critique qui vient du paradigme de la coordination, qui consiste à dire, puisque le cœur du problème, c'est la coordination, le fait de choisir une approche qui fragmente par construction, ça, c'est pas bon. Ça ne va pas dans le sens de la solution, puisque ça ne va pas dans le sens de la coordination. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, du coup, c'est mort? Bon, si on ne trouve pas de réponse à une des critiques, on arrête. Ça veut dire que la démarche, c'est mort. Alors, vous avez une proposition de réponse? Je suis peut-être à côté de la plaque, mais disons que la notion de partialité, on l'affiche dès le début. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a une préoccupation environnementale qui est celle-là. Et je pense qu'à part dans les phénomènes de recherche-ingérence, on est assez franc avec avec les différents acteurs, et que du coup, on ne peut pas nous reprocher ça à la fin de notre analyse, sachant que on a annoncé dès le départ que nous, ce qui nous intéressait, par exemple, c'est la biodiversité et les effets sur la biodiversité, et non pas, par exemple, la transition énergétique pour le bois énergie, quoi. Voilà. Alors donc, mais là, vous mettez le doigt sur un point très important de l'analyse stratégique, qui est ce fait d'être extrêmement cash sur l'affichage de la préoccupation environnementale de référence. Et ça,
c'est venu progressivement, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on faisait des analyses, on se prenait dans les gencives, mais pourquoi vous réduisez à ci, à ça, etc. Et donc on s'est aperçu que déjà, il fallait jouer franc jeu pour que ensuite on puisse dire, bah écoutez, c'était un peu la règle du jeu de mon analyse. Moi, j'ai centré mon analyse sur les conditions pour arriver à résoudre tel problème d'environnemental. Vous vous intéressez à un autre problème, ça ne me gêne pas. Chacun son problème et chacun instruit les conditions pour arriver à résoudre son problème. Donc, effectivement, ce côté franc, il vient en partie, c'est une forme de réponse à cette critique. C'est de dire, vous ne pouvez pas nous dire qu'on est partial dans un sens subjectif ou pas clair ou irréfléchi, etc. Non, c'est un vrai choix de recherche d'être partial. Donc c'est effectivement, ce côté franc, c'est déjà une forme de réponse. Et effectivement, ça diminue la prise au vent des critiques. Mais... Il y a d'autres secteurs aussi qui sont partiaux et à qui on ne reproche pas. Nous, on a vu une grosse coopérative forestière à Clermont-Ferrand. Ils nous disaient, d'un point de vue purement économique, il faut arrêter le feuillu et planter que du Douglas. Et finalement, ils pensent que dans cette logique économique, donc, enfin, pourquoi pas être partial d'un autre point de vue, en fait. Moi, voilà, donc ça, effectivement, c'est une des considérations principales qui a présidé au développement de l'analyse stratégique de la gestion environnementale, c'est que sans qu'ils le disent, les autres acteurs sont déjà dans des approches monoproblèmes. Et eux n'ont pas besoin de le dire parce qu'il n'y a pas en face d'eux tellement de gens qui sont en position de dénoncer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes un acteur qui est dans une position très forte de pouvoir, vous mettez vos questions sur la table dans vos démarches et personne n'est en mesure de vous challenger vraiment. Alors que quand vous êtes un acteur d'environnement faible qui essaye de faire progresser l'exigence environnementale dans le débat scientifique, vous êtes immédiatement attaqué par tous ceux que ça dérange, d'où le choix de cette franchise, de cette manière de dire, etc. Mais effectivement, c'est une réponse à des gens qui, eux aussi, ont déjà choisi, mais d'une manière plus implicite. Mais ça ne répond pas tout à fait à la question du risque de diviser, en fait, qui est inhérent à la démarche. Ouais. Je comprends bien le risque de diviser, mais j'ai l'impression quand même que dans l'analyse stratégique, nous, on prend en compte quand même tous les acteurs et donc on les comprend, enfin, on va analyser vraiment tous les avis et donc les acteurs qui sont dans le problème. On ne voit pas que notre problème non plus. Enfin, oui. C'est différent que des approches, par exemple, moi je veux planter du Douglas, c'est pas autre chose. Je ne pense pas qu'ils prennent en compte. Oui. Des fois autant. Et alors, c'est pour... Oui, donc ça, c'est tout à fait vrai et ça a des conséquences importantes en fait. Le premier point, c'est de se demander pourquoi on est amené à essayer de comprendre à ce point-là les autres acteurs. C'est simplement parce que du point de vue de l'environnement, on n'a pas le pouvoir d'imposer notre point de vue. Hein, les autres, pourquoi ils ne se posent pas la question? C'est parce que les forestiers, il y a deux raisons. Un, ils sont convaincus que personne d'autre qu'eux comprend quoi que ce soit à la forêt. Et deuxièmement, pour l'instant, il y a très peu de gens qui ont une motivation et un pouvoir suffisant pour venir challenger leur projet en forêt. Donc du coup, c'est plus facile pour eux de ne pas prendre en compte. Nous, on est obligé de prendre en compte parce que quand on est au départ un acteur faible, on est obligé de réfléchir aux autres. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on comprend les autres sous l'angle de nos préoccupations environnementales. Et en revanche, on ne prend pas en charge leurs problèmes et leurs objectifs à eux. C'est-à-dire qu'on ne va pas les aider à réaliser leurs objectifs au-delà du fait de réfléchir à leurs objectifs pour essayer de ne pas créer de résistance ou autre. Et donc ça veut dire qu'on fait bien l'hypothèse que eux réfléchissent par ailleurs à la manière de faire avancer leurs objectifs et qu'on va pouvoir discuter avec eux. Donc la réponse clé, je pense que j'y reviendrai après, c'est qu'en fait, avec l'analyse stratégique, on considère que l'analyse a lieu avant la négociation, que c'est logique que chacun puisse mener une analyse approfondie en fonction de la préoccupation qu'il porte, et que ces analyses approfondies vont aider à une meilleure négociation après.
Et alors qu'à l'inverse, les gens qui sont dans la coordination, ils ont tendance à dire, mais non, il faut négocier d'abord sur les questions, les objectifs, etc. Et après conduire ensemble la recherche sur la manière d'atteindre les objectifs. Donc c'est vraiment deux cadrages tout à fait différents de la question stratégique. Est-ce qu'on peut se dire que ces analyses sont quand même relativement factuelles, enfin basées sur des observations quand même? Est-ce qu'on peut mettre ça en avant, même si c'est évidemment basé sur une préoccupation qui a été définie au départ, mais ça reste quand même de l'observation et... Oui, oui, mais là où il y aura toujours une forme de désaccord avec d'autres approches, c'est qu'on recherche les faits et on agence les faits sans tenir compte du conflit ou de la gêne que ça peut provoquer, ou du moins sans s'arrêter à ça. On ne va pas accroître le conflit à plaisir, mais on ne va pas s'interdire de mettre des choses en évidence et de les écrire parce que ça risque d'aggraver le conflit.